Gucci est la marque la plus en vogue au monde. Tout au long de ses 100 ans d'histoire, elle a été portée par les rois, les premières dames et les célébrités. Aujourd'hui, elle n'est plus réservée à l'élite, mais reste le symbole ultime du statut social. Et tout a commencé avec un plongeur, serveur et bagagiste. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau par ici et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le 26 mars 1881, Guccio Gucci est né à Florence, en Italie. Ses parents étaient d'humbles marchands qui fabriquaient des chapeaux de paille et s'attendaient à ce que Guccio prenne la relève. Mais à l'âge de 17 ans, l'entreprise fait faillite et la famille s'effondre. Chassé de chez lui par son père, Guccio saute sur un cargo pour l'Angleterre. Une fois arrivé, l'un des hôtels les plus somptueux de Londres, le Savoy, l'a accueilli. Il a travaillé comme plongeur, serveur, groom et plus tard comme liftier. Ce travail était considéré comme important car l'hôtel était le premier au monde à avoir un ascenseur électrique. Et cela donnait à Guccio l'opportunité rare d'observer de près ses clients riches et célèbres. Il a remarqué qu'ils voyageaient tous avec des sacs à main et des bagages élégants qui étaient plus que de simples objets fonctionnels. Ils étaient des symboles de statut social. Il a également appris qu'il était obsédé par la notion de qualité et se souciait peu du prix des produits. Après quelques années, Guccio économise suffisamment d'argent pour retourner à Florence et commencer une nouvelle vie. Il travaille pour un magasin d'antiquités, épouse une couturière nommée Ida Cavelli et fonde une famille. Mais lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Guccio est contraint de quitter à nouveau la maison et de servir dans l'armée. Heureusement, il survit et retourne à Florence à la fin de la guerre. L'économie de la ville est détruite. Mais Guccio trouve du travail dans une entreprise spécialisée dans les produits en cuir de qualité. Le propriétaire lui a enseigné les bases du métier, y compris la façon de travailler avec différents matériaux. Guccio apprend rapidement et on lui demande d'ouvrir un nouveau magasin à Rome en tant que directeur. Ida refuse de quitter Florence. Guccio n'a donc pas d'autre choix que de faire des allers-retours. Chaque fois qu'il rentrait chez lui, il désirait de plus en plus ouvrir son propre magasin à Florence. Un dimanche, Guccio et Ida se promènent dans Florence. En passant par une petite rue latérale, ils ont repéré un petit magasin à louer. Ida encourage Guccio à prendre la relève et à poursuivre son rêve d'ouvrir une boutique en ville. Avec sa bénédiction, Guccio n'a pas hésité à rassembler leurs économies. Et il a appelé cette boutique Valeduria Guccio Gucci, mais l'a ensuite raccourci en Gucci. La boutique propose des sacs à main et des bagages en cuir que Guccio choisit à la main chez des fournisseurs de Toscane, d'Allemagne et d'Angleterre. Très souvent, Guccio doit commander des pièces uniques. Son expérience au Savoie lui a donné le don de sentir ce que les touristes fortunés étaient susceptibles d'acheter et ses fournisseurs ne parvenaient pas à les offrir. Il en a eu assez de dépendre de ses fournisseurs et a ouvert un atelier pour fabriquer et réparer ses propres produits. Alors qu'il devenait populaire parmi les touristes fortunés et l'élite locale, Guccio se débattait en secret. Sa famille et son personnel n'ont découvert la vérité que lorsqu'il ne pouvait plus cacher ses larmes. L'un d'entre eux se souvient que, comme beaucoup d'entrepreneurs, Guccio a eu du mal à faire des bénéfices dès les premières années d'ouverture. Les fournisseurs qui le laissaient acheter des marchandises à crédit exigeaient d'être payés et certains clients ne payaient pas ce qu'ils devaient. Guccio était à court d'argent pour payer ses factures et n'avait d'autre choix que de céder à ce qu'il craignait le plus. À moins qu'un miracle ne se produise. « Je ne peux pas rester ouvert un jour de plus », avoua Guccio à sa famille et à son personnel. Le futur gendre de Guccio ne supportait pas de le voir souffrir comme s'il était condamné à mort. Il lui a donc proposé de lui accorder un prêt sur les économies qu'il avait mises de côté pour épouser sa fille Grimalda. Guccio accepte humblement. En quelques mois, il est en mesure de rembourser intégralement le prêt et embaucher une équipe d'artisans. Chacun d'entre eux était responsable de la réalisation d'un produit du début à la fin. Parfois, le processus impliquait l'assemblage de 100 pièces différentes et prenait 10 heures en moyenne. Alors que l'entreprise et l'équipe de Guccio se développent, les dirigeants italiens changent. Plusieurs pays imposent des sanctions sévères au pays et Guccio ne peut plus acheter tout le cuir dont il a besoin. Pour éviter que son atelier ne ferme une seconde fois, il a pris le risque de fabriquer de nouveaux produits. D'abord, il a fabriqué des sacs à main et des bagages en toile et en cuir. Le cuir n'était appliqué que sur les parties les plus utilisées du produit, les coins, les fermoirs et les sangles.
Plus tard, il étend sa ligne de produits avec des accessoires, notamment des ceintures, des portefeuilles et des chaussures. Son mocassin était le premier au monde à avoir un filet doré. Pendant ce temps, l'un des fils de Guccio, Aldo, voyait plus grand. Il avait voyagé dans toute l'Europe et découvert que les produits de sa famille intéressaient beaucoup de monde. « Pourquoi ne pas leur apporter du Gucci ?» se dit-il. Lorsqu'il évoque l'idée de s'étendre à d'autres villes, Guccio la rejette. Il pensait que c'était trop risqué et doutait qu'il puisse trouver l'argent. Aldo reste convaincu qu'il s'agit d'une grande opportunité et demande secrètement un prêt à leur banque. Guccio a fini par céder et a ouvert un deuxième magasin à Rome. Cela s'est avéré être le sauveur de la famille. Quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté et que Rome est devenue une ville ouverte, les soldats ont envahi le magasin pour acheter tout ce qu'ils pouvaient envoyer à leur mère, leurs épouses et leurs petites amies au pays. À la fin de la guerre, Guccio s'est démené pour obtenir des prêts de plusieurs banques afin de garder les deux magasins ouverts. Et bien qu'il soit resté à court de fournitures, son équipe a continué à fabriquer des nouveaux et uniques produits avec ce qu'ils avaient, y compris des sacs en peau de porc manipulés avec du bambou. Au début des années 1950, Guccio dirige un troisième atelier à Milan. Pendant ce temps, ses fils Aldo, Rodolfo et Vasco sont loin de chez eux. Ils se sont secrètement envolés pour New York afin de trouver un emplacement pour leur premier magasin américain avec en poche un prêt bancaire de $6 000. Ils ont choisi un petit magasin sur la 5e avenue. Lorsque Guccio l'a appris par télégramme, il était furieux. « Rentrez immédiatement à la maison, bande de fous !» a-t-il grondé. Pour lui, leur plan n'était rien de plus qu'un plan imprudent. Mais une fois de plus, il a cédé à l'idée de ses fils. Cela deviendrait l'une des dernières choses qu'il ferait pour eux. Un an plus tard, le premier magasin américain de Guccio ouvrait à New York. Elle est entrée dans l'histoire comme l'une des premières marques italiennes à avoir son propre magasin dans la ville, et était connue comme l'une des marques les plus exclusives d'Europe. Les membres de la famille royale et les célébrités du monde entier étaient des fans, notamment la reine Elisabeth II, la princesse Grace de Monaco, Jackie Kennedy, Sophia Loren, Elizabeth Taylor et Katharine Hepburn. Il était clair que New York n'était que le début d'une expansion mondiale et que la famille Gucci avait beaucoup à célébrer. Mais 2 semaines après l'ouverture de leur magasin, les célébrations se sont arrêtées. Guccio meurt d'une crise cardiaque alors qu'il s'apprête à aller au cinéma avec Ida. Dans son testament, il laisse Gucci entre les mains d'Aldo, Rodolfo et Vasco. Gormalda, dont le mari avait sauvé l'entreprise de la fermeture, ne reçoit rien. Elle a essayé de lutter contre ses frères pour une part de l'entreprise au tribunal, mais elle est rentrée chez elle les mains vides. Par la suite, les affaires ont continué comme d'habitude. Aldo s'est concentré sur l'expansion de Gucci à l'étranger, Rodolfo gère le magasin de Milan et Vasco dirige l'usine de Florence. Pendant ce temps, la réputation de Gucci grandit au sein de l'élite, et ce grâce à un produit qu'Aldo avait autrefois snobé et que beaucoup qualifiaient de bizarre, les mocassins. À New York, les talons aiguilles faisaient fureur, mais peu après, les femmes ont compris le confort et le chic des mocassins. Finalement, les mocassins Gucci sont devenus un must à avoir, chez les hommes également. En fait, Frank Sinatra était connu pour avoir une grande collection. Au cours des années suivantes, Gucci continua à faire sa marque en ouvrant des dizaines de magasins dans le monde entier et en s'étendant aux vêtements, aux parfums et aux montres. Elle est devenue largement connue comme un symbole de statut social et semblait intouchable, jusqu'à ce que l'histoire se répète. 2 ans après que Gucci ait lancé les parfums et les montres, Vasco est décédé d'un cancer. Il n'avait pas d'enfant. Aussi, sa participation dans Gucci fut donnée à sa veuve Maria. Aldo et Rodolfo l'ont racheté et ont partagé les parts à 50-50. Plus tard, Aldo a partagé 10 de ses actions avec ses fils Giorgio, Polo et Roberto. Rodolfo a refusé de donner une seule action à son fils unique, Maurizio. L'activité de Gucci a été multipliée par 25 au cours de la décennie précédente. Pourtant, Giorgio, Apollo et Maurizio s'écartent de leur engagement et vont même jusqu'à se rebeller. Giorgio ouvre secrètement sa propre boutique en utilisant le nom de la famille. Polo a créé sa propre marque et a dénoncé son père pour fraude fiscale. Après le décès de Rodolfo, Maurizio a reçu la moitié de l'entreprise et a mis Aldo à la porte.
À partir de ce moment-là, Maurizio a eu envie d'encore plus de pouvoir. Il était convaincu que le seul moyen d'y arriver était d'acheter les parts de ses cousins. Mais il n'avait pas assez d'argent et devait trouver un investisseur. Les banquiers étaient intrigués par l'idée, mais sceptiques quant à la possibilité d'un accord en raison de toutes les querelles familiales. Heureusement, une société d'investissement privé, Invest Corps, était assez folle pour prendre le risque. Ils étaient à peine connus dans le monde de la finance, mais avaient fait fortune en sauvant et en rachetant Tiffany & Co. 2 ans après la signature de l'accord, Maurizio réussit à racheter les parts de sa famille. Mais sous sa direction, les jours de gloire de Gucci sont passés et l'entreprise commence à perdre 30 millions de dollars par an. Investcorp accepte de sauver l'entreprise à une condition. Maurizio doit partir. Maurizio se défend mais finit par partir. 2 ans plus tard, son corps est retrouvé affalé devant son bureau à Milan. Son ex-femme, Patricia Recchiani, a engagé un tueur à gages pour l'assassiner. La poursuite de l'héritage de Guccio a été laissée à Investcorp et à son nouveau directeur de la création, Tom Ford. Tom a remplacé le look grunge de Gucci par du glamour. Et peu après, Hollywood a adopté Gucci. Dès lors, il a créé des pièces incontournables. Chaque saison, ses créations audacieuses ont permis à Gucci d'atteindre des bénéfices records de plus d'1 milliard de dollars par an. Et 2 introductions en bourse réussies aujourd'hui. Gucci vaut plus de 17 milliards de dollars et est la marque de luxe la plus en vogue et à la croissance la plus rapide au monde. C'est aussi bien apprécié par les jeunes que par les moins jeunes, en partie grâce à l'arrivée d'un outsider. C'est l'histoire de comment un plongeur de restaurant a construit une marque de luxe d'1 milliard de dollars qui a survécu à une série de faillites de guerre et de querelles familiales. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt sur Espace Motivation.